Influencé par la musique du béninois Gigi Viqué, il débute sa carrière dans le monde de la musique en 1962. À 18 ans, il enregistre ses premières compositions, du moins dans les studios et de la radio nationale. En 68, il rejoint l'orchestre Super Volta à Ouagadougou. En 1972, il reçoit le prix de musique moderne de Haute Volta. L'année 1976 le voit à la tête du premier prix du Festival national de son pays. Et lui, c'est Monsieur Abdoulaye Cissé. Bonsoir, Monsieur Cissé. Bonsoir, bonsoir à vous. Merci d'être parmi nous. Merci beaucoup. Et Monsieur Cissé, parlez-nous un peu de votre enfance. Mon enfance? Oui. Ben oui, mon enfance a été une enfance agréable au village, parce que je suis né au village d'abord. Je suis né dans un petit village qu'on appelle Sani, dans les Balais, la province de Balais, à côté de Safani. Donc un petit village où vraiment j'ai eu peut-être à faire jusqu'à 6 ans, jusqu'à l'âge de 6 ans, gambader dans les champs, comme le font tous les petits-enfants des villages à cette époque-là. À l'époque où la vie était belle, comme on dit. Ouais, c'était les champs, les prairies, les vastes prairies. On combattait derrière les moutons, derrière les bœufs. Tout ça, j'ai eu cette enfance-là. Et à l'âge de 6 ans, mon papa, qui était militaire, du côté de la France, rentrait de sa mission en France. Quand il arrivait donc en 53, il m'a amené avec lui à Banfora pour m'inscrire en octobre 53, début 54. Donc je suis entré à l'école au CP1 à Banfora à l'âge de 6 ans. C'est comme ça que j'ai quitté le statut de petit villageois pour me retrouver petit citadin à Banfora. Et là, j'ai fait l'école primaire jusqu'au CE2, je crois, à Banfora, oui. Et ensuite, d'affectation en affectation, on s'est retrouvé entre Douri, Dédougou, Tougan, etc. Tout ça, c'est l'enfance, quoi. Et je suis revenu à Dédougou pour passer mon certificat d'études et l'entrée en 6e. Voilà, donc, tout ce temps, c'était quoi? C'était la vie dans les camps militaires, camps de garde, comme on dit. Parce que papa était en garde républicain, donc on le suivait. On ne vivait pas totalement dans la ville, parce qu'on était toujours hors de la ville. Mais voilà, enfants de garde républicain, de garde cercle, on était des petits privilégiés à l'époque aussi. Donc j'ai vu que toute cette époque-là, c'était bien. J'ai connu beaucoup de villes en même temps aussi. J'ai connu beaucoup d'écoles. Parce que je ne suis pas resté dans une seule école, je suis le papa dans ces affectations. Et voilà, l'enfance s'arrête à partir du moment où j'ai eu mon certificat d'études et mon entrée en 6e pour aller au cours normal de Koudougou. Et là où je suis entré en 62 pour faire de la 6e jusqu'à... Je fais 6 ans là-bas pour sortir instituteur. Donc mon enfance, je peux la définir comme quelque chose de simple, agréable et tout, quoi. Mais j'avais la passion aussi pour la musique de mon enfance. Mais je ne savais pas que j'allais devenir musicien, mais j'avais déjà la passion pour la musique. J'avais déjà des signes qui prouvent que vraiment j'aime ce domaine-là passionnément. Je suivais des musiciens. Tout ce qui est artiste, musicien, quand ils viennent à l'époque, avec des tam-tams, des balafons, moi je les suis. Effectivement, à l'âge de 18 ans, vous avez enregistré vos premières compositions. Comment est-ce que cela est arrivé? Oui, ça c'était au cours de Koudougou déjà. J'étais en classe de 4e. Voilà. J'animais les kermesses des établissements secondaires. Au cours de Koudougou, il y avait à côté le collège Joseph Moukassa et il y avait le collège Sainte-Monique de Koudougou. Donc il y avait 3 établissements. Et là, au cours des kermesses, bien sûr, moi j'étais un peu, disons, une espèce de petit sar à l'époque, quoi.
parce que je me baladais avec ma guitare, où je savais jouer au moins 3 ou 4 accords, et j'avais composé des chansons à la manière d'un certain Gégé Viqué, le chanteur béninois, qui était étudiant à Paris, qui avait fait ses premiers albums à Paris, que nous avons eu l'occasion de découvrir ici. Devant Dieu et devant les hommes, pour le meilleur aussi bien que pour le pire, ils viennent de finir dans un long baiser, ils partageront leurs joies et leurs peines. Alors je dis ça, c'est ça que moi je veux faire. C'est comme ça que je veux faire. Donc je me suis mis à apprendre toutes ces chansons, à jouer toutes ces musiques. Donc c'était mon maître, mon premier maître sans savoir quoi. Du moins, elle est maître en tout cas. Et je dis, je vais faire comme lui. Troubadour, me balader avec ma guitare, chanter des chansons. Il était votre mentor. La poésie, la musique, la belle musique, la poésie, quoi, tu vois. C'est ça que je voulais faire. Et c'est comme ça que j'ai fait quelques chansons. Je suis descendu en 66, effectivement, à Ouaga, pour enregistrer à la radiodiffusion nationale. Et j'ai enregistré un premier répertoire de 6 ou 7 morceaux là, qui passait déjà lors des concerts des auditeurs. Il n'y avait pas de studio d'enregistrement en tant que tel, mais c'est la radio qui enregistrait avec ses appareils. Comme vous êtes en train de faire, vous nous enregistrez, moi je viens avec je joue et puis on enregistre. Voilà. Et puis ça fait un répertoire qu'on diffuse sur les autres. Et comment vous définissez l'ambiance musicale des années 70 et 60 à nos jours? 70, les années 60-70 à nos jours. Oui. Non, mais je la définis comme étant la musique burkinabé, qui a subi beaucoup de mutations, naturellement, parce que nous tous, nous avons changé. Qui n'a pas subi ces changements-là, que ce soit mental, que ce soit spirituel, que ce soit physiologique ou physique, on a tous subi Donc la musique, ça va de soi. La musique, c'est quoi? Nous, les musiciens, on est témoins de notre temps. Nous sommes les témoins de notre époque. Donc, ce que nous vivons à cette époque donnée, nous racontons l'histoire, notre vécu, le vécu quotidien, ce que nous voyons et ce dont nous rêvons, nos aspirations les plus profondes, les souffrances du peuple, les espoirs du peuple, les injustices sociales, etc., etc. Les thèmes, l'amour, surtout l'amour, parce que là, les artistes, ils sont d'abord des grands sentimentaux. Donc, on chantait tout ça. Et ça n'a pas changé. Est-ce qu'il y a une chanson en particulier qui vous a le plus marqué, qui a marqué votre carrière? Pas ma carrière. Ma chanson, moi? Oui. C'est compliqué. Parmi les chansons que vous avez composées, est-ce qu'il y a une chanson? Pas une seule. Il y en a plusieurs. Oui. Pourquoi? Parce que, vous savez que en matière de composition musicale, c'est exactement comme... oui, puis je sais pas. Si vous arrivez à m'expliquer, lorsque une femme est en grossesse et qu'elle accouche 2, 3, 4, 5 fois, et qu'on lui demande quel est, comment on appelle, l'accouchement qu'elle a le plus marqué, peut-être qu'elle saurait le dire, mais c'est la même chose ici, quoi. Ou bien quel est son enfant préféré, c'est compliqué, c'est la même chose. Pour moi, je sais seulement que, pris comme ça, là, il faut que je me mette à réfléchir, à sélectionner, à dresser des critères pour voir quelle est la chanson qui m'a marqué. Non, tout m'a marqué. Parce que chaque fois que je compose une chanson, ça sort de moi. Et je réfléchis, ça me prend beaucoup de temps, ça me prend beaucoup de concentration, beaucoup d'inspiration. Et je décide de mettre ça en chanson. Donc déjà, c'est quelque chose qui me marque. Peut-être qu'il y en a qui me marquent et qui marquent le public en même temps. En ce moment, oui, on peut se comprendre. Ça m'a marqué parce que les gens ils vont dire « Ah, cette chanson-là, ça m'a trop marqué. » Peut-être que ça a marqué l'artiste lui-même. Alors que ça peut ne pas m'avoir marqué. Et puis ça, c'est comme ça que je vois. C'est difficile, une question à laquelle il est difficile de répondre pour moi. Oui. Ouais. D'accord. Et en 1983, peu après la prise de pouvoir par les capitaines, le président Thomas Sankara vous confie le projet de mise en place de 2 orchestres, et les petits chanteurs au point levé et les colombes de la Révolution.
comment la mise en place de ces orchestres s'est-elle faite? Ah oui, la mise en place, oui. Le projet était là, en tout cas. Mais pour mettre ça en place, parce que c'est quoi? Il s'agit de mettre un orchestre composé entièrement d'enfants. De 9 à 12, 13, 14 ans, comme ça. Jusqu'à 14 ans. Qui n'a jamais joué la guitare, qui n'a jamais fait la musique, qui n'a jamais entré dans un conservatoire ni dans une école de musique. Il faut les sélectionner, il faut faire un test pour voir qui est doué, qui a des dons, qui a l'oreille musicale, qui a le sens du rythme, qui est doué pour faire la musique. Maintenant, entre eux, comment, toi tu veux faire quoi? Moi je veux faire la guitare, moi je veux faire la batterie, moi je veux faire, bon ok, on commence la formation. C'est chacun d'eux. Chacun apprend son instrument. Donc c'est à chacun de choisir le domaine. Oui, tu viens en te disant, moi je vais choisir, je vais faire la chanson. Si on t'essaie la chanson, on voit que notre n'est pas du tout apte pour la chanson, tu dis, ah, la chanson là tu ne pourras pas. Okay. Par contre, si tu veux faire quelque chose d'autre, le dis. Soit tu fais le piano, soit tu fais la guitare, ainsi de suite. On a sélectionné, on commence la formation. On fait la formation au bout de 3-4 mois. Il y avait déjà des rudiments, des gens qui savaient déjà faire quelque chose. C'est la même chose que du côté des femmes. Les femmes, c'était des jeunes filles voilà, qu'on a sélectionnées, qui, à partir de 15, 16, 17 ans jusqu'à en allant, quoi. Voilà. Et elle aussi, c'est pareil. Il n'y avait pas d'école de musique, non, il fallait les former sur le tas. Donc il faut faire un test psychotechnique pour déterminer qui peut faire quoi. Voilà, donc on a mis les deux structures en place et ça nous a pris peut-être quoi, 6 mois tout au plus. Est-ce que ça vaut 6 mois, franchement? Parce qu'à l'époque, il y avait un terme qui était là qu'on appelle formation commando. Toutes les opérations étaient commando. Donc la mise en place de cette opération-là, c'est une opération commando. C'est-à-dire il faut faire vite. Vite et bien, c'est-à-dire il n'y a pas le temps à perdre. Un commando, il faut ce qu'on et puis c'est comme ça. Donc il n'y a pas de salaire. On ne va pas faire parce qu'on va te payer, ou bien tu vas faire. Non, il n'y a pas de salaire. On le faisait pour le peuple, pour la patrie, pour le pays. Je n'étais pas payé. Je n'étais pas payé en tant que formateur ou en tant que responsable de ça. Non, 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 non. Et les enfants aussi n'étaient pas payés. Les encadreurs, oui. Les encadreurs, ils venaient des orchestres de la ville. La mise en place a été très, très, très difficile, mais elle a été concluante parce que, bon, voilà. Les résultats sur le terrain sont là, quoi. Il y a encore des archives qui prouvent que c'était quelque chose de bien. Et pourquoi au jour d'aujourd'hui, on ne parle plus de ces deux orchestres, étant donné que vous avez été l'initiateur? Pourquoi on ne parle plus des petits orchestres? Oui. Et c'est comme si vous me demandiez pourquoi on ne parle plus de Sankara. Non, mais après Sankara... Oui, d'accord, mais parce que quand Thomas Sankara est mort, personne n'osait parler de Thomas Sankara. Quand Blaise Compaoré est monté au pouvoir, pendant les 27 ans, ceux qui sont rares, ceux qui osaient parler à voix haute de Thomas Sankara, ils le faisaient comment on appelle, comment on dit ça, à leur risque et péril. Donc, personne ne parlait encore de ce projet, mais les gens savaient que ça existait. On ne peut pas cacher le soleil avec la main, c'est pas possible. On ne peut pas effacer tout ce que les 4 ans de révolution, on a fait. On ne peut pas effacer ça. Mais les gens s'évertuaient à faire en sorte de ne pas parler de ça. C'est comme si ça n'a jamais existé. Quand Thomas Sankara nous a quittés en 1987, je travaillais directement avec lui. Les deux formations dépendaient directement de la présidence. C'est un exemple. Quand il est décédé et que l'autre a pris le pouvoir, en tant que chef de service, j'étais directeur de l'école de musique, j'étais directeur technique des petits chanteurs de colon. Je fais le rapport encore à mon nouveau chef, qui est le nouveau président, qui ne veut pas me recevoir.
qui ne veut pas entendre parler alors qu'on se connaît très, très, très bien, alors qu'on faisait les répétitions ensemble avec Thomas Sankara, on faisait tout ensemble. Il n'a plus jamais voulu me recevoir. Personne donc ne s'occupe des petits chanteurs, que ce soit du côté habillement, du côté répétition, que ce soit du côté les tenues des spectacles, les invitations même pour aller jouer dans des manifestations. Non, non, c'est fini. À peine qu'on nous a dit, bouclez là, ramassez les trucs, rentrez, vous prenez vos clics et vos claques, foutez le camp d'ici. On ne nous a jamais dit ça. Mais on ne nous a pas dit aussi, venez, on va s'occuper de vous. Non. Donc on est laissé comme ça. Statu quo, pendant 2 ans. Je suis resté avec mon groupe pendant 2 ans. Et en 89, j'ai pris la décision de faire un rapport et de remettre à qui de droit pour dire que moi, je démissionne. Je laisse tomber. Et c'est ce que j'ai fait. Ils ont essayé de récupérer, ça n'a pas marché. Les filles, les enfants, tout le monde a dit, bon, si c'est comme ça, nous on part. Il n'y a pas eu de soutien. On est parti. Personne ne nous a retenus. Voilà. Mais personne ne nous a chassés aussi. On était obligé de laisser tomber. Donc c'est normal qu'on ne parle plus de ça. Ouais, le silence a été une réponse, étant donné qu'ils n'ont rien dit. C'est clair. Vous avez compris. J'ai tout compris, c'est comme ça. En 86, toujours sur la demande du président du Conseil national de la Révolution, Thomas Sankara, et lui-même guitariste, vous avez composé l'hymne de la Semaine nationale de la culture. D'où venait l'inspiration à cette époque? Non, mais vous savez que le président Thomas Sankara était un poète. Il est très littéraire, il aime la littérature. Donc il écrit beaucoup de textes. Donc ensemble, tout ce qu'il a écrit, beaucoup de textes qu'il a écrit, bon, qu'il a eu à me faire voir, ou à me remettre pour qu'on travaille dessus, c'était en 86, effectivement. Quelques jours, mettons même 3 jours avant l'ouverture. C'est quelque chose un peu comme 3 jours avant l'ouverture, la Semaine nationale de la culture. Donc voilà, nous sommes cette semaine et la semaine prochaine, ça va être l'ouverture. Quelques jours de là, il m'a appelé. Je suis venu à la présidence, il m'a dit, bon voilà, j'ai un texte. Est-ce que tu peux mettre de la musique, tu peux composer une musique sur ça pour l'ouverture de la semaine. On va faire la SNC avec ça. Parce que, ça c'est en 86, c'est parce qu'on a fait Gawa 84. Et puis 2 ans après, on a fait la Semaine nationale de la culture. Il faut que ce soit marqué par une musique, pas forcément, on appelait ça l'hymne, mais c'était pas trop, moi je ne m'appelais pas ça l'hymne, c'était une musique de sensibilisation pour quand même faire rayonner l'événement à travers sur la route de Bobo. J'ai intitulé ça sur la route de Bobo. C'est pas moi qui ai intitulé sur la route, c'est son texte. C'est Thomas Sankara qui a fait son texte, il a intitulé ça sur la route de Bobo. Et moi, j'ai pris le texte, je suis arrivé à la maison, j'ai pris ma guitare, par rapport à la longueur des phrases et tout, j'ai mis la musique là-dessus. Immédiatement, le lendemain, je suis parti, j'ai travaillé la nuit, voici ce que j'ai trouvé. On a répété ensemble avec sa guitare et tout. Mais c'est bon, il faut enregistrer. Immédiatement, on va enregistrer ça. Je dis, ok. Mais sur le lendemain, on est tous partis à Bobo. Et c'est de Bobo qu'on a envoyé un avion spécial, un avion HS, on dit. C'est des avions militaires. Des avions militaires qui étaient à la base aérienne. Nous, on faisait beaucoup. À l'époque, hein, les déplacements se faisaient beaucoup en avion. Donc, on nous a envoyé un avion pour que je revienne immédiatement avec des musiciens pour qu'on enregistre. On a resté en live au studio à Ouagadougou, RTB, la radiodiffusion, quoi. Oui. Comme RNB, la radiodiffusion, on a enregistré là-bas. En 86, on a enregistré immédiatement, on a commencé à diffuser. Pendant la Semaine nationale de la culture. Et cette chanson, sur la route de Bobo, est la toute première chanson qu'on peut qualifier de l'hymne de la Semaine nationale de la culture. Beaucoup de gens, à l'époque, connaissaient c'était une chanson qui est devenue vraiment populaire. Mais au fil du temps, avec les organisations, les différents comités d'organisation, ils ont mis ça de côté. Tout a été remplacé. Ils ont mis cette chanson de côté. Beaucoup de gens me demandent, mais ta chanson là, mais est-ce que tu sais que... Mais c'est bien, il faut la faire diffuser. C'est pas à moi de faire diffuser. Nous, on a fait notre boulot. Ça y est, là, ça a travaillé pendant quelques 2 ou 3 éditions. Et puis après, bon, voilà. Il y a eu beaucoup d'autres chansons qui sont venues pour magnifier la SNC. Et que pensez-vous de la personne de Thomas Sankara? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je ne pense que du bien de lui, parce que bon, voilà, en dehors du fait que ce soit un président visionnaire, un homme d'État,
révolutionnaire, révolutionnaire vraiment acharné, c'est un révolutionnaire bonté, quoi. En dehors de ça, l'être humain, en tant que lui-même, c'est quelqu'un de très, 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 très émotif. C'est pas quelqu'un qui a le cœur dur. Les gens peuvent penser que, si tu le vois, tu le dis à ce dire, non, très, 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 très émotif, très sentimental. Ouais. Mais après tout, ou avant tout, c'était un militaire. Les militaires ont été formés pour être des durs, quand même. Mais tout en étant dur, il y a la personnalité propre à chacun. Il fait que Thomas Sankara c'était pas un dur de dur en tant que tel. C'était vraiment quelqu'un de sentimental. Très sentimental. Et donc, à travers ses écrits, c'est tout, mais très rigoureux dans ce qu'il fait. Donc, il est rigoureux. Quand il prend une décision, là, il faut le faire. Parce qu'il avait dit, tout ce qui sort de l'imagination de l'homme est réalisable par l'homme. Effectivement, quand tu dis, bon, on va faire ça, on va le faire. Il y avait un magnétisme même. Moi, je ne dirais même pas seulement un charisme, il y avait un magnétisme. Pour tous ceux qui l'ont connu, qui l'ont abordé, pourront vous le dire, pourront vous confirmer. Tu rentres dans un bureau, rendez-vous avec Thomas Sankara, vous êtes face à face. Tu viens souvent même avec gros sur le cœur. Aujourd'hui, il faut que je rencontre le président là. On va causer. On va dire, oui, alors, on s'explique comme nous. Souvent, tu rentres avec tes idées, mais tu vas sortir avec ses idées à lui. Il a un magnétisme. Quand il te regarde comme ça, droit dans les yeux, nous on était habitués, d'accord, mais pour celui qui n'est pas habitué, si tu le rencontres pour la première fois, droit dans les yeux comme ça, tu paniques même. Il y a quelque chose qui se dégage en lui, tu paniques. Oui, c'est vrai. Tu paniques, il est là tout parce jeune. Il avait la mine trop serrée. On avait quoi, 30, on avait 32, 33, 34, 35 ans, c'est à l'époque, bon, tu vois. Donc, on peut se considérer comme, pas des enfants, mais quand même, mais c'est pas quelqu'un qui peut, à son âge là, s'asseoir devant quelqu'un qui a 60 ans, il te regarde droit dans les yeux, et toi, tu es obligé de le respecter. Tu te demandes, quand tu sors là, tu te dis, waouh! Tu sors, tu réalises que tu as rencontré quelqu'un, quoi, tu vois. Donc, c'est quelqu'un, il n'est pas mystique. On ne dirait pas que c'est mystique, non, pas du tout. C'est sa personnalité qui est comme ça. Il a une aura particulière. Je pourrais dire beaucoup de choses de lui. Maman Arieta, pardonne-moi. Maman Arieta, pardonne-moi. Pardonne-moi pour le mal que j'ai fait, pour toutes ces larmes que tu as versées. Et je vais vous demander d'interpréter 2 chansons. D'abord, Maman Harriet. Et vous allez nous dire pourquoi Maman Harriet. Pourquoi Maman Harriet? Et maintenant, la dernière chanson, ça sera Ma solitude. Ma solitude. Oui. Mais nous allons commencer par Maman Harriet. D'accord. Maman Harriet, Ma solitude sont des chansons qui ont été composées à la même époque. Depuis qu'elle est partie, mon ciel s'est assombri. Dans mon cœur, il ne reste que des pleurs. Ce soir encore, je suis seul dans mon lit. Mais j'ai peur qu'encore une fois, la nuit m'apporte sa voix. En 1972, même avec les vautours, j'ai écrit ça à la même époque. En 1972, j'étais instituteur à Kanchari. Je vivais avec ma première épouse qui s'appelait justement Henriette. Donc, vous savez qu'à l'époque, c'est comme je vous l'ai dit, on est des grands sentimentaux, on avait beaucoup de poèmes, on aimait écrire des chansons d'amour et tout. Voilà, c'est une chanson que j'ai écrite pour elle, voilà, pour lui faire plaisir,
Alors, on a vécu ensemble. Bon, quand les gens disent, c'est en 74, hein. Je l'ai enregistré en 74. On était ensemble. On s'est quitté en 79. Donc, il y a des gens à l'époque qui vont dire que, ouais, j'avais écrit cette chanson-là. Pour lui demander pardon. Non, non, c'est une chanson que j'ai faite comme ça. Pour lui demander pardon. Parce Ouais, que parce que le refrain, c'est Maman Arieta, pardonne-moi. C'est ça. Pardonne-moi pour le mal que j'ai fait, pour toutes ces larmes que tu as dû verser. C'est ça. Voilà. Donc, c'est un truc comme ça. C'est un peu, si tu vois ça comme ça, tu vas te dire que non, la femme est partie, il attend des chansons pour la faire revenir. Non, c'est pas ça. On vivait ensemble quand j'ai chanté ça. Ça, c'est cette histoire. Ma solitude aussi, c'est un texte où je dis, depuis qu'elle est partie, mon ciel s'est assombri, dans mon cœur, il ne reste que des pleurs, des trucs. C'est des textes d'amour que j'ai écrits, où j'ai mis de la musique là-dessus, et puis voilà, c'est devenu des chansons. Ce soir encore, je suis seul dans mon lit. Ce soir encore, il faut que je l'oublie. J'étais avec Maman Arieta, tiens. À cette époque-là, j'ai composé énormément de chansons. Pas seulement ces deux-là, il y en a beaucoup, quoi. J'ai composé à cette époque. En djoula, en français, en dafi, j'en ai fait beaucoup. Parce que j'étais dans la solitude, vraiment. J'étais instituteur qui a été affecté à l'âge de 22 ans. On m'a balancé à Kanchari, à combien de kilomètres d'Ouaga, Kanchari, pour 4 ans. J'ai fait 4 ans là-bas. Et la nationale, la route qui va à Niamey, là, elle n'était pas goudronnée. Donc vous voyez, j'étais vraiment un vrai instituteur de brousse. J'ai fait ça pendant 4 ans à Kanchari. Donc, tout ce que je pouvais faire, c'est de me replonger dans la musique, de faire des compositions. Et un jour, à l'occasion, je les mets sur disque, quoi. C'est ce que j'ai fait. Parce qu'on a des enfants, mais tous mes enfants sont grands. Voilà. Tous les enfants sont grands. Et donc, ils écoutent la chanson de leur maman. Et elle-même, elle réécoute la chanson. On s'appelle tout le temps. On s'appelle tout le temps. Elle est là. On s'appelle tout le temps. Elle connaît mes chansons. On se demande des nouvelles, je crois. On a des grands enfants, je vous dis. Donc, les liens ne sont pas coupés, les liens sont toujours là, et très solides même, puisqu'on est... Voilà. C'est ça. Ok, Monsieur Cissé, Oui. nous sommes à la fin de notre émission et merci pour le temps accordé. C'est moi qui vous remercie beaucoup pour m'avoir donné l'occasion de découvrir la maison et de savoir qu'il y a de belles choses ici. C'est vrai, une web TV, je n'en avais jamais entendu parler. J'ai entendu parler, mais je n'en avais pas encore découvert. Oui. Je suis très content. Les installations sont correctes, et puis l'accueil, les animateurs, les producteurs, très très jeunes. Je vous souhaite en tout cas beaucoup de courage et surtout beaucoup de succès dans votre travail. Merci. Et bon vent Fadima Web TV. Merci. Et à vous, chers téléspectateurs de Fadima Web TV, merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous très prochainement pour un autre numéro. Et merci et à très bientôt.